Que signifie pour vous le mot vacances? Quel rêve évoque-t-il? L'arrêt complet du travail. Pour moi, c'est une évasion, quelque chose qui rompt avec la monotonie. Nous partons en Espagne, comme d'habitude. Enfin, les vacances avec un grand V, comme on les voit habituellement, quoi. Le touriste veut tout voir, tout savoir. Ça ne nous aura pas échappé, nous n'avons jamais autant voyagé. Et il est de taille, le tourisme est à lui seul responsable de 8% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Nous montrons ce que tous les étrangers s'attendent à voir. Des riverains excédés, des visiteurs mécontents et des écosystèmes de plus en plus fragilisés. On entend parler de tourisme durable, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ce tourisme-là, c'est pas drôle, c'est contraignant. Faut aller à l'autre bout du monde, c'est cher, on s'ennuie. Avec les toilettes sèches à 300 mètres et un filet d'eau sous la douche, non merci. Comment sauver nos vacances sans ruiner la planète? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du verre à moitié plein. Aujourd'hui, je vous emmène en tour du monde. Mais attention, un tour du monde pas comme les autres. Je suis aujourd'hui avec Marine de Mindful Trotter, une voyageuse engagée qui s'est lancée fin 2021 dans un défi assez incroyable. Faire un tour du monde lent, au maximum sans avion, pour réaliser des volontariats. Pas de date de retour prévue, l'objectif, se laisser guider au fil du voyage et des rencontres, s'imprégner de chaque culture, bref, partir à la rencontre du monde. Après avoir traversé l'Europe et une partie de l'Asie du Sud-Est, Marine est aujourd'hui au Népal où elle nous raconte son périple. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Marine et bienvenue derrière le micro du verre à moitié plein. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Je te propose de te présenter rapidement à nos auditeurs. Voilà, qui tu es, un petit peu ton parcours, et puis surtout qu'est-ce qui t'a donné envie, le déclic un petit peu, qui t'ont donné envie de partir faire ce projet assez fou. Bonjour Elise, tout d'abord je suis ravie de passer au podcast Le verre à moitié plein. Je suis partie en voyage bas carbone en novembre 2021 depuis la France. L'idée c'était de pouvoir rejoindre la Nouvelle-Zélande en ayant une empreinte carbone qui soit la plus faible possible. Moi j'ai toujours voulu voyager, donc il n'y a pas eu de déclic en tant que soi dont je puisse me rappeler. Mais il y a eu des intérêts qui ont grandi, qui se sont nourris de différentes expériences. Les deux gros intérêts que j'avais, c'était le voyage et une sensibilité aussi à l'environnement. Pour moi, le voyage, ça a toujours été quelque chose qui devait se faire peut-être une fois dans une vie, mais d'une façon qui soit consciente. Donc voilà pourquoi j'ai pris le choix de partir pour un long voyage qui se fasse sur plusieurs années et dont le principe serait d'aller doucement de pays à pays, en fait, par voie terrestre ou par voie maritime, principalement. Et puis l'idée, c'était aussi de pouvoir découvrir des cultures. Et pour ça, pour moi, il faut prendre le temps, en fait, du slow voyage. Comment était ta vie un petit peu avant ce départ? Comment on se lance dans une aventure comme ça? C'est une bonne question. Le premier pas est toujours le plus difficile. Moi, j'ai une vie nomade depuis 10 ans, dans le sens où je suis pas restée plus de 2-3 ans au même endroit. Et du coup, le fait de bouger, c'était déjà un peu ancré dans ma routine. Mais je savais que je voulais partir pour un long voyage. Donc, j'ai toujours un peu eu cette idée-là de garder de l'argent de côté quand je travaillais pour pouvoir faire ce voyage-là. Et puis, de pouvoir aussi aligner ma profession avec quelque chose que je puisse faire en voyageant. Et du coup, le voyage, il s'est préparé au fur et à mesure. Il y a eu un premier plan qui était de voler jusqu'au Népal et puis ensuite d'aller jusqu'en Nouvelle-Zélande en transport en commun. Et puis ensuite, ça a changé. Donc en fait, le plan du départ, moi, ce que j'aime bien rappeler, c'est que le plan qu'on fait au départ quand on va voyager, il faut savoir qu'il va évoluer et que dans tous les cas, il y a très peu de chances pour qu'il reste le même que celui qu'on va faire actuellement, quoi. Tu disais que ta profession te permettait de travailler en voyageant. Qu'est-ce que tu fais? Donc moi, je suis partie en voyage juste sur mes économies. J'avais travaillé pendant plusieurs années et mis de l'argent de côté pour pouvoir faire ce voyage-là, donc j'avais ça en tête. Mais voilà, moi, j'étais social media manager dans une entreprise avant de partir en voyage. Et du coup, je savais très bien aussi que ce métier-là, je pouvais le faire à distance. Pendant 2 ans, j'ai vraiment voyagé que sur mes économies parce que j'avais fait ce choix d'avoir l'expérience à 100% du voyage. Et là, après 2 ans, j'essaie de développer mon carnet d'adresses et de pouvoir travailler un petit peu justement en voyageant.
et d'avoir un rythme qui soit un peu différent. Donc le voyage aussi, il évolue en fait au fur et à mesure. Et est-ce que tu avais un petit peu d'expérience de voyage? Tu disais que tu avais une vie nomade, enfin plus ou moins nomade, mais est-ce que tu avais déjà pas mal baroudé avant de te lancer dans ce voyage? Le premier voyage que j'ai fait, c'était en 2017 avec une de mes amies italiennes où on est parti pendant plusieurs mois voyager en Europe en prenant le bus, etc. Et je pense que c'est vraiment cette expérience-là aussi qui m'a vraiment donné le goût du voyage et où je me suis dit waouh, j'adore ce que je ressens en voyageant. Mais c'est vrai qu'à part ça, non, j'avais pas vraiment voyagé. J'étais jamais allée dans d'autres continents. En grandissant avec mes parents, on allait souvent dans le sud de la France, mais rarement à l'étranger, à part en Belgique ou en Allemagne parce qu'on habitait dans les Vosges, donc on était très proche de ces pays-là. Mais avant ça, j'avais jamais eu d'expérience de voyage en allant en Amérique ou en Asie. Ouais, tu t'es créé toi-même ta propre expérience du voyage. Donc c'est fou, dès 2017 en fait, tu avais déjà l'envie de faire quelque chose, j'imagine, d'un peu plus lent en transport en commun. Oui, alors c'est sûr que l'avion c'est l'antithèse de ce que je cherche. Mais j'ai aussi pris l'avion à 2 ou 3 reprises parce que je pouvais pas faire autrement par rapport à la situation géopolitique des frontières que je traversais. Mais voilà, les transports que je privilégie, moi j'ai fait beaucoup de stops et j'ai adoré le stop, ça m'a vraiment enrichi mon expérience de voyage par les rencontres et puis le dépassement de soi, etc. Mais sinon, y a bus, train, enfin tout type de transport en commun qui peut se présenter. J'ai fait du voilier aussi. J'ai pris quelques ferries. Et j'ai pas encore fait de vélo. Ah. Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour les personnes qui aimeraient faire un voyage un petit peu similaire, mais pour qui ça paraît insurmontable de se passer de l'avion, du moins le plus possible? Comme tu disais que c'est pas toujours évident de s'en passer à 100%, mais bon, voilà. Je pense qu'en fait, quand on part dans un voyage long comme ça, c'est beaucoup plus facile parce qu'il n'y a pas cette limite de temps, en fait. Quand on a 2-3 semaines pour partir en voyage, bien qu'on puisse le faire autour de chez soi et qu'il y a plein de choses à découvrir, c'est aussi le message que je veux porter, c'est que le voyage, en fait, ça peut se faire partout, ça peut se faire plus lentement, ça peut se faire plus consciemment. En tout cas, le conseil que je pourrais donner, c'est que de l'expérience que j'ai eue, en fait, la destination, elle est chouette, mais ce qui compte vraiment, et c'est un peu typique de dire ça, mais c'est très vrai, c'est le chemin, en fait, qui est entre le point A où on est et le point B où on veut aller. C'est tout ce qui se passe entre les deux qui amène cette expérience et cette richesse et tous ces apprentissages-là au voyage, en fait. Récemment, j'ai fait un podcast avec Nicolas Breton qui travaille chez les guides Tao, c'est des guides de tourisme durable. Il disait, si au lieu pour son prochain voyage de chercher la destination, on cherchait pas plutôt l'expérience qu'on avait envie de vivre, et donc par l'expérience va forcément découler une destination. Mais voilà, lui il proposait de changer un petit peu donc ce paradigme-là de chercher la destination à tout prix, et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Et on a fait un réel après où on mettait ce passage-là sur Instagram. Et j'ai été surprise, ça a cartonné, ça a vachement parlé aux gens. Moi, j'ai un souvenir qui me revient en tête quand on parle vraiment d'expériences marquantes, parce que cette expérience-là, je pense que ça a été une expérience très intense, autant dans le négatif que dans le positif. Enfin, il y a cet exemple-là, mais elle est arrivée plein de fois dans mon voyage. C'est les moments où vraiment tu touches le fond. Genre, je me rappelle cette fois-là où on faisait du stop dans les Balkans. Et il me semble qu'on était entre la Bosnie et l'Albanie. Et on allait passer la frontière. Et c'était une journée d'été, mais extra chaude. Ça faisait déjà des heures et des heures qu'on faisait du stop. Et on était à 5 km de la frontière. Et je me rappelle... qu'on était arrêté là avec mon copain et on a passé des heures et des heures à attendre un véhicule en fait, et il faisait chaud et on était fatigués. Ça faisait 1 mois qu'on campait, qu'on mangeait du riz à la sauce tomate et que voilà, on avait une vie de vagabond. Et je me rappelle à ce moment-là être assise par terre et me dire mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi est-ce que je suis pas dans mon appartement au chaud
à avoir ma petite routine, à aller voir mes amis. Et pourquoi je suis là sur cette route à tendre le pouce et à me faire passer devant depuis 2 heures par des voitures à 5 km de la frontière? Qu'est-ce que je m'inflige en fait? Et je me rappelle vraiment être dans cette position-là où je remettais tout en question et où je me disais mais c'est nul, ça a aucun sens, etc. Je me rappelle à ce moment précis, il y a quelqu'un qui s'est arrêté. Et c'était un couple de Hongrois avec un gosse derrière. Et ils étaient genre... la voiture, elle était mais full de bagages. Enfin, ils avaient vraiment pas beaucoup de place, mais ils se sont arrêtés pour nous. Et je me rappelle que bah voilà, on a traversé toute l'Albanie avec eux. Et c'était vraiment l'expérience de se dire, bah en fait, quand t'es vraiment au fond du trou, bah il y a quelque chose qui va arriver et qui va te montrer, bah en fait non, t'es là, c'est quand même pour une raison. Et du coup, bah n'abandonne pas, quoi. Si vraiment c'est ça ton projet et qu'il y a quelque chose qui fait sens pour toi, vas-y et tu verras, il y aura toujours une solution qui va se présenter à toi. D'ailleurs, donc toi, t'es parti fin 2021. Là, tu es au Népal. Tu me disais que tu avais fait 14 pays. Globalement, qu'est-ce que c'était un petit peu ton itinéraire? Alors déjà, j'ai mis 1 an depuis la France pour rejoindre la Géorgie. Tout ça par voie terrestre et maritime. Donc je suis partie par l'Italie. J'ai fait la Corse, la Sardaigne. Après, je suis allée en Grèce pendant plusieurs mois. Donc pareil, l'Italie c'était 2 mois, la Grèce 2 mois. Ensuite, je suis remontée par l'Italie et l'Autriche. J'y ai passé 3 mois. Ensuite, j'ai redescendu les Balkans. Donc j'ai fait la Croatie, la Bosnie, l'Albanie, le Monténégro, la Grèce de nouveau. Ensuite, j'ai fait du voilier. Donc je suis arrivée en Turquie. J'ai traversé toute la Turquie, d'ouest en est. Et je suis arrivée en Géorgie. Donc tout ça m'a pris 1 an. Après ça, j'avais mon visa pour traverser l'Iran et le Pakistan. C'est là qu'il y a eu la révolution en Iran qui a commencé. Donc j'ai pris la décision à ce moment-là de m'envoler jusqu'à l'Inde. Donc je suis arrivée au sud de l'Inde. J'ai passé 3 mois au sud de l'Inde. Ensuite, je suis allée au Népal pendant 3 mois et demi. Je suis retournée en Inde, dans le nord cette fois-ci, pendant 3 mois. Et ensuite, j'ai volé jusqu'en Thaïlande. Je suis restée quelques mois en Thaïlande, j'ai fait le Laos. Je suis retournée en Thaïlande et je suis retournée ensuite au Népal où je suis actuellement. Après 2 ans de voyage, j'ai senti que j'avais vraiment besoin d'une pause. Donc je me suis dit que cette année, j'allais aller entre le Népal et l'Inde et rester un peu plus longtemps dans les endroits où je suis pour pouvoir me reposer et puis repenser comment je vais voyager peut-être d'une façon un peu différente. Et donc voilà, pour 2024, je serai 5 mois au Népal et 6 mois en Inde. Je te propose que du coup on passe à la deuxième partie de l'épisode où on parle de tes actions dans des associations, dans des volontariats, parce que c'était aussi l'objectif, je crois, de ton voyage, de t'engager auprès de structures associatives notamment. Donc je sais pas si tu peux nous en parler un petit peu, comment ça se passe, à quel projet tu as participé, comment tu fais pour les trouver, etc. Alors du coup, moi j'utilise beaucoup la plateforme qui s'appelle Workaway, où en fait il y a plein d'offres de différents projets tout autour du monde et où on peut trouver de la ferme où on va apprendre à jardiner, à une école où on peut enseigner l'anglais. Enfin, il y a vraiment un grand panel de propositions. On peut aider dans des auberges de jeunesse à faire de la réception. Enfin, il y a vraiment plein de projets différents. Et du coup, moi, je suis beaucoup passée par cette plateforme-là. Après, j'ai aussi trouvé des opportunités juste en parlant avec des gens. Quand on arrive à un endroit et qu'on parle de notre projet, de faire du volontariat, il y a souvent des opportunités qui s'ouvrent. Donc, c'est aussi souvent des très, très bonnes expériences. Et puis, moi, j'en ai fait pas mal de volontariats. En fait, mon idée, c'était d'en faire vraiment un peu partout. Donc un peu dans chaque pays que je traversais. J'ai été dans des éco-villages, j'ai été dans des fermes en permaculture en Inde et au Népal. J'ai aussi pris des photos pour une école de surf en Turquie. Et est-ce que
tu as des conseils à donner aux auditeurs qui aimeraient s'engager de façon similaire dans un voyage pour trouver la bonne structure? Pour ma part, quand je fais du volontariat, je pars du principe que c'est un échange de services. Même si c'est discutable, mais moi, c'est mon avis à moi. Et du coup, je fais jamais des volontariats qui sont payants. Pour moi, c'est vraiment, voilà, je vais à un endroit et en échange d'une compétence que j'ai ou de mon temps, je suis logée et nourrie. Et puis après, je pense que ça dépend de chacun, de sa vision, en fait. Quand on arrive dans un projet, comment on se sent, en fait. Parce que moi, c'est mon avis à moi, mais il y a des gens qui vont être très OK de payer pour avoir cette expérience-là. Donc, je pense que ça va être vraiment faire confiance à son instinct et à voir, en fait, est-ce que je me sens bien dans cet échange-là ou pas, en fait. Et est-ce qu'il y a des choses qui me paraissent bizarres, auquel cas, voilà, je préfère arrêter. Ou est-ce que ça me convient et cette expérience quelque chose qui m'apporte. Et est-ce que tu as déjà fait du woofing aussi dans des fermes, des choses comme ça? Ouais, j'ai fait du woofing, c'était ma toute première expérience au volontariat quand je suis partie, c'était dans les Dolomites en Italie. Et c'était génial. On s'est occupé d'un troupeau de chèvres qui, c'était dans les Dolomites, donc c'était magnifique. Et puis, première expérience pour moi de volontariat pendant le voyage et première expérience aussi à travailler avec des animaux. Donc woofing, c'est un peu pareil en fait que Workaway, seulement en fait c'est vraiment plus spécifié pour tout ce qui est ferme. Et globalement, qu'est-ce que tu souhaites apporter avec ce voyage, que ce soit pour toi du coup avec toutes les valeurs liées au tourisme et au volontariat, et puis aussi pour les autres, surtout que tu partages aussi tes aventures sur un site internet notamment. Alors, le message vraiment que je souhaite apporter, c'est qu'on peut voyager différemment en fait. On peut voyager plus lentement, on peut voyager en étant plus conscient de ce qu'on fait. Le voyage, ça va pas être une destination, 15 jours en Thaïlande, etc. Le voyage, ça peut se redéfinir autrement. Je pense que ça doit se redéfinir autrement. Je partage beaucoup sur Instagram. Mon compte s'appelle Mindful Trotter. J'ai également un blog du même nom où je partage des articles et des interviews que j'ai fait sur le chemin. Est-ce que tu as aussi des recommandations de comptes à suivre ou de livres, de films, de podcasts qui toi, t'ont inspiré pour ton voyage et qui pourraient inspirer également les personnes qui nous écoutent? Alors moi, je me suis beaucoup inspirée de Is No Good pour tout ce qui est voyage sans avion. One Map, Two Bags aussi. C'est un couple qui sont partis, là ils sont encore en voyage. Et eux, c'est vraiment de l'aventure. Ils font tout, soit en stop, soit en vélo et avec la tente. Et en fait, aussi, j'avais vu un film qui s'appelait Weit. Alors, c'est en allemand. Enfin, c'est un film qui parle d'un couple allemand, en fait, qui a fait un tour du monde en 3 ans et demi. Ça s'appelle Weit, The Story of a Journey Around the World. Et cette histoire-là, elle m'a beaucoup touchée aussi et beaucoup inspirée. Oh, c'est chouette, je connais pas du tout. Pareil, je mettrai tout ça en description. Le film, est-ce que tu sais où on peut le retrouver? Il est disponible en ligne en tapant le titre. On arrive à la fin de l'épisode. Là, c'est le moment carte blanche. Je te laisse partager ce que tu veux avec nos auditeurs. Ça peut être quelque chose que tu aimerais ajouter, une anecdote aussi que tu aimerais partager, ou un message à faire passer, voilà, comme tu veux. Pour moi, le voyage, c'est vraiment pouvoir se connecter plus les uns aux autres. En ayant même des grosses différences culturelles, le voyage, en fait, ça permet d'ouvrir les yeux sur plein de choses qui sont différentes de l'endroit où on habite. Et ça vraiment, je pense que ça aide à se connecter les uns aux autres et à être plus dans la compréhension aussi. Pour moi, ça, c'est vraiment des skills qui sont très, très importantes à développer de nos jours. Et puis, réinventer un imaginaire du voyage qui soit un peu plus lent, un peu plus respectueux de l'environnement et des autres gens qui sont autour de nous. Donc, voilà, ce serait ça mon petit message carte blanche de la fin. Mais là, on est vraiment dans les 3 piliers du tourisme durable, hein, l'environnement, donc tout ce que tu fais pour essayer de voyager de façon la plus décarbonée possible, et le côté socio-culturel et économique, de partir à la rencontre du monde et des autres, de les comprendre, et voilà.
Je te remercie en tout cas grandement d'avoir accepté, même pas d'avoir accepté mon invitation, puisque là c'est toi qui est venu à nous, donc ça fait encore plus plaisir quand c'est dans ce sens-là. Je mettrai tout ce dont tu as parlé dans la description, donc tes réseaux sociaux, ton blog, les recommandations. Du coup, nos auditeurs, n'hésitez pas à aller suivre Marine, à aller suivre son aventure, et je te remercie encore. Merci à vous. C'est la fin de cet épisode du verre à moitié plein. Et si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes restés jusqu'au bout. Alors merci. Si le podcast vous plaît, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et vous abonner. On a également un compte Instagram, podcast.vert, où nous vous partageons du contenu exclusif. Le lien se trouve dans la description. Vous pourrez aussi nous partager des idées de sujets que vous aimeriez que l'on aborde. Alors, à dans 2 semaines pour un nouvel épisode, et d'ici là, n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein.